Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre Bismuth est avec nous, directeur général et directeur de gestion de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Nicolas Forest est à nos côtés également, le directeur des investissements de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Et Alexandre Attal nous accompagne, directeur de la gestion multi-actifs chez Russell Investments France. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Parlons de ce SaaS-pocalypse ou de ce SaaS-maguédon tel que certains analystes l'ont baptisé. La journée d'hier a été sanglante pour le secteur des logiciels au niveau mondial, dans la continuité d'une année 2025 qui a été marquée par un de-rating et une baisse continue de ce secteur, avec les plus grands noms en Europe, aux États-Unis. On accuse des baisses sur un an de 40-50% pour certains de ces grands titres du secteur des logiciels, avec des inquiétudes de marché, bien sûr, qui peuvent aller jusqu'à la crainte de voir disparaître certaines de ces sociétés. Alexandre, est-ce qu'on est dans un moment de conviction fort où le marché, effectivement, a raison de vendre ces titres, en tout cas d'appliquer un niveau de multiple très différent de ce qu'on a pu connaître dans le passé, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu aveugle, j'allais dire, dans ce moment de marché? Moi, j'irais un peu des deux. Il y a d'abord un effet d'ajustement. Après une période où l'IA, on avait la sensation que l'IA, c'était la vague de fond sur toutes les thématiques, tous les secteurs, et on rentre dans une période un petit peu plus de discrimination et de réflexion sur finalement quels business models sortiront vainqueurs de l'IA ou en périront, et dans quelle mesure l'intégration de l'IA dans certains business models n'est pas juste un effet de productivité. Et c'est vrai qu'on est passé d'une période où avoir de l'IA, ça permettait de gagner en productivité, donc c'était bon parce que ça permettait d'optimiser les coûts, gagner en productivité, d'augmenter les bénéfices. Et maintenant on se rend compte que finalement l'IA, ça va aussi remplacer une productivité actuelle dans un périmètre beaucoup plus large en termes de business model. Et donc, en quelque sorte, on revient à un phénomène un petit peu de destruction créatrice, très basique dans le phénomène de l'innovation, très évident dans le phénomène où un nouveau procédé, des nouvelles capacités, des nouvelles méthodes de travail remplacent des méthodes actuelles et donc mettent en péril des business models plus fragiles pour s'adapter à cet effet d'IA. Donc, en quelque sorte, on passe un petit peu de l'illusion où l'IA, c'était bon pour tout le monde, à la réalité où l'IA générera des discriminations avec des business models qui en sortiront vainqueurs parce qu'ils sauront l'intégrer, ils auront une valeur ajoutée à l'intégrer, et d'autres qui auront un phénomène de remplacement parce que on est dans une logique d'automatisation, même sur des tâches plutôt à forte valeur ajoutée. Dans les valeurs que vous parliez qui ont été impactées, on n'est pas sur des tâches purement répétitive, il y a quand même une logique de réflexion, d'analyse, de conception, mais on se rend compte que certains modèles vont très vite, et cette capacité à aller très vite peut fragiliser certains business models. Alors, toujours, on est dans une logique de réaction, on a cette fameuse correction abrupte des marchés depuis 24 heures qui amplifie un phénomène qui était déjà là l'année dernière, mais ça génère un petit peu de une prise de recul, une prise de conscience que, attention, l'IA, c'est un phénomène d'accompagnement, on va l'utiliser et ça aura des bénéfices de manière globale, comme toute innovation, toute révolution industrielle, parce que finalement, c'en est quasiment une, mais qu'au passage, certains business models vont devoir s'adapter ou disparaître. Qu'est-ce qui fait qu'on va rentrer quand même dans une logique un peu moins indiscriminée? Parce que là, tout baisse dans le secteur des logiciels. Jensen Huang, je crois que ça date d'hier, interrogé évidemment sur ce phénomène, le dit lui-même. Il dit il n'y a rien de plus illogique d'imaginer que toutes ces boîtes de logiciels vont disparaître, et le temps va le démontrer. Qu'est-ce qui va permettre justement de choisir? Peut-être que certaines boîtes de logiciels seront plus là dans 5 ans, peut-être que d'autres se seront saisis du problème. Et encore une fois, un SAP, un Capgemini, ils sont présents dans l'entreprise, à tous les étages, avec des personnes parfois sur place. Enfin, c'est-à-dire, si le sujet c'est diffuser l'IA dans les entreprises, c'est justement des boîtes qui sont présentes au cœur de toutes les transformations digitales des entreprises depuis 10, 20, 30 ans. Justement, on verra celles qui arriveront à intégrer l'IA dans ce nouveau business model. Et donc finalement, vous l'avez évoqué vous-même dans la question, c'est le temps qui permettra de juger cette discrimination, avec ceux qui pourront adapter l'IA et en tirer profit pour pouvoir la redéployer, plutôt qu'à celles qui seront uniquement impactées par un remplacement 1 pour 1 de la valeur ajoutée qu'elles mettent en place. Mais ça veut dire que d'un point de vue de marché, enfin je continue avec vous Alexandre, mais on va en discuter, mais d'un point de vue de marché,
c'est peut-être trop tôt pour chercher à se montrer brave et contrariant quand on a un momentum aussi négatif comme ça sur... alors, c'est le secteur des softwares, mais je peux ajouter les médias, les services financiers, il y a plein de choses. Tous ceux qui utilisent de la donnée et du logiciel. On a eu des valeurs comme FactSet, on est dans la logique d'analyse financière bien pure, sûr. ou finalement MSCI également. Donc on voit que ça va plus loin que juste le logiciel ou juste juridique. La data juridique. C'est transsectoriel en quelque sorte. Et donc effectivement, à court terme, là, on accuse finalement le rétropédalage d'un phénomène d'IA en disant que c'est l'avènement formidable et donc c'est des profits à venir énormes. C'est des investissements déjà, la rentabilité de ces investissements et le déploiement de ces investissements en termes de capacité d'innovation de ces entreprises, de se réinventer. Oui, peut-être des entreprises qui étaient là il y a 20 ans ne sont plus là aujourd'hui. D'autres ont réussi à accompagner les vagues d'innovation, que ce soit Internet, que ce soit le déploiement mobile et autres, dans le domaine du commerce, par exemple. On l'a vu. On s'est posé la question il y a 20 ans, est-ce qu'il y a toujours des magasins physiques lorsqu'on a eu tout le développement du commerce en ligne. Et on voit que certains n'ont pas pu s'adapter et ont disparu. D'autres, au contraire, ont profité de cela. Et finalement, c'est le temps aussi qui est le maître du jugement de cette capacité d'adaptation. Bon, c'est le moment darwinien là, pour les éditeurs de logiciels, c'est ça, Nicolas ? Bon, j'aime bien le commentaire de mon voisin sur le côté schumpeterien et d'innovation. Moi, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que donc la volatilité qu'on a, il n'y a pas de crise sur la technologie. Le secteur technologique n'est pas en crise. Les softwares sont dans une grande difficulté, de la volatilité, mais rappelez quand même à tout le monde, les hardware, tout ce qui est hardware, performe bien et tient bien. Très bien. Les semi-conducteurs performent bien, toujours bien, et sont bien résilients. Donc, très attention, ne mélangeons pas tout. Il y a un sujet software aujourd'hui, et le marché s'inquiète, mais le reste de toute la croissance de la technologie qui a été fortement alimenté par l'innovation de l'intelligence artificielle, le reste continue, cette histoire continue. Donc je ne crois pas qu'on soit dans une crise de la technologie. Voilà. Donc là aussi, il y a l'idée d'un cas entre la partie hardware, semi-conducteur, puce, infrastructure, et la partie software. Et ce cas peut encore s'élargir. Oui, mais ce qui me semble important, ce n'est pas une crise de l'intelligence artificielle. Non, j'entends. Ce n'est pas du tout un dégonflement de bulles, parce que... L'histoire des CAPEX, par exemple, autour de l'IA reste intacte. Alors ça, c'est un autre sujet. Mais il y avait quand même l'idée, il y a, 3 mois, 6 mois, il y a une bulle sur l'IA. Je comprends. Cette bulle, on ne parle pas de ça. J'entends votre point. Ici, on n'est pas dans une crise, ni de bulle sur l'IA, ni sur la technologie. On est sur un sujet très spécifique, qui a été très bien décrit, et la question, effectivement, darwinienne, qui va survivre, est-ce que les business models vont tenir ou pas tenir. Le deuxième point, pour rajouter et complémenter, c'est que c'est un sujet des CAPEX, quand même. C'est vrai qu'on investit beaucoup, and so what? Est-ce que ça gagne de l'argent? Ça, c'est la question. Mais... Est-ce qu'à un moment donné, on voit un impact sur les résultats? Ça, c'est quand même une grande question. Et est-ce qu'on voit un impact sur les résultats des entreprises? Après, il faut regarder entreprise par entreprise. Les résultats de Microsoft n'étaient pas si mauvais. Non. Y compris même sur leur partie software. C'était relativement correct. Par contre, effectivement... il y a peut-être des endroits ou des entreprises où les investissements massifs ne délivrent pas encore des résultats, donc discrimination. Et puis la troisième question, c'est, et ces CAPEX, comment c'est financé? Et là, c'est ce que vous avez posé comme question. Et là, en effet, on voit un peu le dommage collatéral de cette formidable machine qu'est le crédit, et comment ça se finance. Et là, effectivement, ce n'est pas une découverte, mais on sait que pour tous ces CAPEX extraordinaires, eh bien, le marché du crédit a fait son travail et les entreprises ont émis de la dette avec différents véhicules qui a été investi par notamment beaucoup d'investisseurs américains, institutionnels américains. Ce qui est même assez... c'est le rôle de la finance, de financer les projets. Mais le crédit privé permet à la fois de financer les data centers qui permettent d'élaborer et d'entraîner ces nouveaux modèles de langage d'intelligence artificielle, qui vont disrupter les entreprises de logiciels qui ont elles-mêmes été financées aussi par du crédit privé. C'est-à-dire que le crédit privé est partout. Alors c'est une belle circularité. Donc cette explosion et ces CAPEX gigantesques ont amené à énormément d'émissions. Déjà sur l'investment grade, le crédit de bonne qualité aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été là, sur des émissions de bonne qualité.
bien arrêtés, qui ont été très bien absorbés, et le marché du crédit de bonne qualité, il n'y a aucun sujet. Il n'y a aucun souci pour le marché aujourd'hui. Quand vous regardez sur du high yield, là, ça commence à être un peu plus chaud. Et le risque, il est là, alors, Nicolas. Et le risque, il est là. Et après, il y a le private, tu as dit. Et alors là, il faut être très nuancé, parce que la façon dont on investit sur le private, c'est pas la même façon quand on investit sur le private que quand on investit sur de la dette, sur de la dette investment syndiqué, syndiqué. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il faut faire très attention. Et effectivement, dans la dette privée américaine, il y a une exposition significative sur le software. Ça dépend, 20-30%. Voilà. Et donc là, ce qu'on constate, c'est que certains instruments dont vous avez peut-être parlé, les BDC, donc les Business Development Companies, qui sont des sociétés d'investissement qui permettent d'accéder au marché de crédit privé. Exactement, et qui sont cotées, et qui ont baissé 10-15% depuis le début de l'année, alors que le marché américain... Et les grands noms du private equity cotés, KKR, Apollo, Blue Hole, etc., plus ou moins spécialisés dans le financement des infrastructures, connaissent un mois de janvier aussi très douloureux sur le plan boursier. Donc ça, c'est la description. Une fois qu'on a dit ça, il faut se poser la question. Bon, est-ce que cette baisse-là, elle est dangereuse pour le crédit ? Est-elle dangereuse pour le crédit américain ou le crédit européen ? Bon, pour moi, comme ça, à première lecture, il n'y a pas d'impact pour le crédit européen. Le crédit européen n'est pas exposé au software. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, mais nous n'avons pas des entreprises suffisamment innovantes sur la technologie. Ce qui se passe aux États-Unis reste rarement seulement aux États-Unis, Nicolas. Oui, mais bon, dans le private contagion, le private crédit européen n'est pas contagieux, non pas du tout contaminé pour ça. De l'autre côté, le crédit européen non plus. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de contagion. Ce qui va être intéressant de voir, c'est effectivement s'il y a un peu... Il faut faire un peu de stress testing, c'est-à-dire de voir si effectivement on a 20-30%, qu'est-ce qui va se passer. Bon, ça c'est un point important. Mais pour l'instant, quand même, ça reste extrêmement idiosyncratique. Et donc, je ne crois pas qu'on est dans une crise, en tout cas, ni de la technologie. Ça nous invite juste... C'est pas systémique à ce stade. Non, mais ça nous invite à une bonne zone de vigilance par rapport au crédit. Il est vrai qu'il y a un truc juste, je finis, c'est que le crédit américain à yield est le plus cher quasiment depuis 30 ans. Les spreads sont plus Donc là, quelque part, il y a des raisons de ne pas être super positif et un peu de prudence s'impose. Toutes les crises sont des crises de la dette, m'a-t-on rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, et je trouve que c'est un bon petit reminder, effectivement. Pierre, vos commentaires sur ce qu'on a dit, et puis l'idée, le marché, mais c'est la force du marché, de pouvoir s'engouffrer à fond dans une tendance ou dans un thématique, quitte à aller très loin dans l'exagération. Là, le marché nous dit qu'effectivement, les SAP, les Capgemini, toutes les boîtes de software n'existent plus dans 5 ans. Pareil pour la publicité avec Publicis, les services financiers, etc., quoi. Oui, alors c'est assez étonnant de voir à quel point l'intelligence artificielle, c'est concret en réalité pour le marché. Parce que je me souviens que la blockchain devait disrupter un nombre de trucs absolument incroyables. Métaverse aussi. Absolument. Oui. Et en fait, il y a des choses, il y a des thèmes de marché, ça et on n'en manque vraiment pas depuis le début de l'année, mais c'est vrai qu'entre le métaverse et la blockchain, qui devait disrupter tout un tas de métiers, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, alors qu'il y a une vraie réalité dans la blockchain. Absolument. Le métaverse beaucoup moins, mais le on-chain est quelque chose... il y a sans doute, et vous le savez, mais c'est pas concret, une révolution de l'architecture financière. Mais c'est pas concret. En fait, ça ne change pas les ratings de marché. On a du mal à l'appréhender. Tandis que l'intelligence artificielle, c'est absolument fou tout ce que ça bouleverse. Donc on a eu bien sûr les sociétés comme Téléperformance qui se sont fait absolument disrupter. Le loser éternel de l'IA. Et maintenant on est sur des thèmes plus software. Et d'ailleurs c'est marrant, mais on a tous en tête je prompte correctement sur ChatGPT et ça me sort un PowerPoint. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait le lien au départ, qu'il y avait peut-être un sujet de logiciels et d'utilisation de logiciels. Et là, ça devient concret. Alors, est-ce que c'est fondamental ou pas ? Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est sur ce thème-là, en ce moment, et ça va permettre de dégonfler possiblement des valorisations qui étaient devenues trop extrêmes compte tenu des hypothèses actuelles sur le futur.
Ça ne veut pas dire que tout doit aller à la cave. Mais les logiciels sont payés à un moment de manière sans doute excessive, à plusieurs dizaines de fois les ventes pour certains d'entre eux. Hein. Mais je suis allé regarder sur le stockage, notamment l'action SanDisk, qui il y a un an valait $28 et maintenant on vaut 700. Est-ce qu'on n'est pas sur des valorisations complètement délirantes ? En tout cas, une prime de valorisation qui est très délirante. Et j'ai l'impression que le marché se cherche des thèmes comme ça. Et donc, on a des bulles à l'envers. Je ne sais pas comment on appelle ça, des bulles un trou noir qui aspire tout, quoi. Voilà, un trou noir. Voilà, un trou noir. Parce qu'il n'y avait pas forcément une bulle, il y a un crash rampant et là, il y a une capitulation qui se produit. Et une autre bulle en tout cas, une autre accélération sur différents segments de la technologie qui a été très bien décrite par Nicolas. Absolument. Mais au global, quand on regarde les indices, ça ne fait pas grand-chose. Et ça, c'est quand même... Donc, on est dans un marché... Avec le crack d'hier sur les softwares, les indices ont tenu. Voilà, et donc on est dans un marché qui est, à mon avis, vraiment pas du tout favorable au stock picking. C'est vraiment un marché... Non, mais c'est un marché où on peut se réveiller le matin, et d'ailleurs, on se réveille tous... à 15h30, on a vu l'ouverture du Nasdaq. Non, moi, pas à 15h30. Non, mais le Nasdaq a ouvert... Il est toujours 15h30 quelque part. Voilà. Et donc, à 9h30, si vous étiez à New York. Et c'est vrai que quand on regarde l'ouverture du Nasdaq, on voit qu'il y a vraiment des grands écarts entre certaines valeurs. Et du jour au lendemain, c'est quand même très difficile de savoir qui va être le gagnant et qui va être le perdant. Donc, c'est là où, en fait, il y a le principal piège pour le marché. En tout cas pour les investisseurs. Disons que le stock picking est difficile. Le stock picking est... Il y a quand même, comme vous dites, il y a possible tous les jours. Est possible tous les jours. Ouais. Et ça, mais en tout cas, on peut pas... C'est quand même extrêmement difficile de prévoir les thèmes qui sont de plus en plus rapides. Et franchement, depuis le début de l'année, on a eu un nombre de choses trappes, j'ai appelé ça comme ça, vraiment très important. Et ça n'a rien à voir avec 2025. C'est ça que 2025, c'était plutôt très facile de naviguer sur les marchés. En tout cas, hormis post-Liberation Day, oui. Ouais, mais même honnêtement, la géopolitique était quand même plutôt claire. La géopolitique est très claire en 2026, mais c'est vrai qu'il y a des thèmes, et là, le thème du software est très important parce que ça met en exergue la difficulté de naviguer dans ces marchés et surtout de déterminer quels vont être les thèmes gagnants et les thèmes perdants. Ah ouais. Là, en ce moment, c'est publicité et services, on va dire. Mais on se met contre ça ou pas moi, je crois qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut être très humble dans nos métiers et c'est vrai que la diversification est clé et quand les indices ne souffrent pas trop, possiblement, quand on ne sait pas très bien, vaut mieux se remettre au benchmark. C'est un principe. Oui, parce que ce qui est dans cette histoire de cas, c'est que le même jour où le software s'effondre avec une forme de capitulation des investisseurs, la veille, je crois, Elon Musk valorise Grok tranquillement $250 milliards, quoi. Ah, c'est ça, non mais c'est ça. Qui est encore. Et quand on voit la semaine dernière, on aurait parlé des métaux. Là, on parle des softwares. Ça va être quoi le prochain thème ? Et en fait, il y a vraiment. Le marché se cherche véritablement une direction et une validation de ce qu'il faut payer pour certains secteurs. Et là, là, on est vraiment dans la machine à laver. Bon, on est dans la recherche, effectivement, du bon prix pour un certain nombre de thèmes aujourd'hui dans le marché. Alexandre, quand on voit un peu la séquence, donc on a ce crack crypto en octobre dernier, je crois, dont d'ailleurs le compartiment s'en est absolument pas remis. Je crois que le Bitcoin est revenu sur les niveaux qui prévalaient au moment de l'élection de Donald Trump en 2024. 15 000 à peu près. Voilà, donc tout le bump Trump crypto a été effacé. On a eu l'or et l'argent, évidemment, la semaine dernière. Bon, la partie software, mais qui est un crack un peu lent et sur la durée. Est-ce que tout ça assainit effectivement des poches de marché qui étaient devenues trop spéculatives ? Est-ce que ça assainit le marché ou est-ce que ça rend le marché beaucoup plus fragile au final ? Je dirais que finalement ça l'assainit. Et on le voit parce qu'au niveau global, les indices résistent. Et c'est ça qui est quand même assez ahurissant. Vendredi, les actions tiennent. Vendredi, on a un choc. On a un choc. Je ne sais pas combien de sigma sur on a un choc métaux précieux sur l'argent depuis jeudi midi, mais même depuis jeudi midi. Le choc métaux précieux, il est apparu après jeudi dans l'après-midi. Il s'est amplifié vendredi avec cette séance où l'or passe de 5500 grosso modo à 4400 dans l'espace de 24 heures. Les actions ne bougent quasiment pas, ou en tout cas, on n'est pas sur les mêmes amplitudes de mouvement et de volatilité sur les marchés actions et sur les marchés de taux
et sur les marchés de devises. C'est-à-dire qu'on a l'ensemble des autres marchés où l'euro-dollar, il est resté entre 1,18, 1,19. On n'est pas sorti d'un range qu'on avait connu depuis maintenant plusieurs semaines. Les taux, ça a été rappelé, autour de 4,30, que ce soit avant la nomination de Warsh ou après la nomination de Warsh. On n'a pas eu d'évolution majeure sur la partie des taux également. Et les actions ont résisté au choc sur le crypto, au choc sur les métaux précieux, au choc sur les logiciels. Donc il y a quand même une certaine résilience globale, une logique d'un peu d'assainissement, mais de la capacité aussi pour les investisseurs à rester investis. Ça conforte l'idée que c'est un bon risk-reward, enfin que les actions restent un univers intéressant avec lequel il faut être constructif. Là. Il reste des opportunités sur le marché. Ouais. Et justement, c'est ça aussi l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui dans nos portefeuilles, nous on essaye plutôt de profiter finalement de ces points de creux pour renforcer de manière généraliste, sans être trop sélectif, parce que effectivement la discrimination, elle est dure ou en tout cas parfois très mal récompensée, mais d'être sur les marchés, d'être présent, parce que effectivement les amplitudes et les mouvements génèrent beaucoup plus d'opportunités que de craintes à court terme. À court terme, parce qu'il y a effectivement la partie du marché privé qu'on surveille, et effectivement même si le marché américain de la dette privée et le marché européen ne sont pas totalement interconnectés, des choses différentes. On le sait qu'en général, la mode panique d'un côté traverse rapidement l'Atlantique de l'autre pour des raisons fondamentales ou pas fondamentales pour le coup. Donc cette méfiance-là d'une crise de panique, de stress, de confiance est un petit peu en territoire, en fond de tableau à surveiller. Mais à ce stade, pour l'instant, on voit que le marché est résilient, donc plutôt de l'assainissement que finalement une panique généralisée sur les marchés. Est-ce qu'on cherche quand même à, je sais pas, à être un peu plus défensif comment on se diversifie de la bonne manière aujourd'hui dans une stratégie globale, Nicolas ? Face à ces choses trappes, comme le dit Pierre. Il y a 2 points. Le premier point, c'est que là, on parle des soubresauts de tous les jours. Hein. C'est comme ça. Quand vous êtes investisseur, le premier point, c'est est-ce que vous avez un scénario de long terme ? Ou alors vous avez des indicateurs quantitatifs ou techniques. Mais est-ce que vous avez un scénario de long terme ? Nous, on a un scénario de long terme, il ne change pas. C'est un scénario dans lequel il y a de la croissance et de l'inflation qui baisse plus tôt. Ouais. C'est un scénario, on dit ça depuis le mois de juin maintenant, on est assez positif sur les marchés actions. Et donc, quand nous sommes dans un environnement où l'inflation baisse, la croissance tient, les banques centrales sont plutôt à la baisse et les budgets plutôt laxistes, c'est un environnement qui reste plutôt supportif pour les indices actions. Les mouvements qui sont mentionnés, on les regarde. Parfois, ils constituent une opportunité. Là où je rejoins ce que vous avez dit, c'est que la deuxième règle que je dirais en termes d'investissement, c'est quand vous avez des mouvements et la volatilité augmente fortement, vous devez diminuer vos paris. Budget de risque. Ouais. Ah oui, budget de risque. Ah, bien sûr. Quand l'argent fait autant de trucs, vous avez autant de volatilité. On n'achète pas l'or, ou l'argent c'est peut-être un peu différent, mais on n'achète pas de l'or pour mettre de la volatilité dans son portefeuille. Exact. Par contre, est-ce que vous avez une vision de long terme qui consiste à dire, en tant qu'investisseur, nous pensons que sur le long terme, c'est une bonne allocation d'avoir des métaux précieux comme une diversification par rapport à une potentielle dédollarisation ? Si c'est le cas, oui. Après, jouer le market timing compliqué. Après, il faut ajuster le risk budgeting compte tenu de la volatilité. Donc, je crois qu'il faut faire aussi bien distinguer les mouvements très court terme qu'on a avec un scénario qu'on a sur le long terme et du budgétisation de risque. Le thème d'investissement de l'or, puisque c'est plus seulement un actif refuge, on nous le vend comme un thème d'investissement, les précieux, ça reste un thème valable ? Oui. Nous avons, une allocation stratégique de la diversification. Mais le market timing est très difficile. J'entends. Donc on évite de jouer avec ça. De jouer avec ça. Mais avoir un petit peu de diversification. Ouais. Pourquoi il y a alors c'est très difficile d'expliquer le prix du l'or. On va pas en parler. Beaucoup de gens en ont déjà parlé, mais c'est difficile. Donc il y a beaucoup de volatilité. Ça, c'est quand même des indicateurs qu'il faut suivre. Je l'entends. Mais néanmoins, est-ce que nous on pense que ça fait du sens d'avoir dans une allocation d'actifs de la diversification avec des matières premières ? Oui. Ouais. Que ça soit de l'or, que ça soit du palladium ou que ça soit de l'argent. Voilà. Après, on regarde ratio or-argent, on voit qu'il y a des phénomènes qui sont extrêmement... Ouais. Donc, on va essayer d'un peu être smart. Mais néanmoins, il faut avoir une vision un petit peu long terme. Et la vision long terme, elle est liée quand même à la fois au scénario économique, de l'inflation, de la croissance, mais à ce qui se passe aux États-Unis. Et ça reste quand même la grande inconnue. C'est quand même tout ce qui se passe au niveau de l'administration américaine, ce qui se passe au niveau de la Fed, ce qui se passe au niveau vraiment de la crédibilité du dollar américain. Et ça, c'est pour moi,
au-delà des soubresauts de court terme qu'on a et qui sont importants, une vraie question pour le scénario long terme. Et donc, tant que faire se peut, redistribuer ces actifs en dehors du dollar. Et être très diversifié. On parlait de diversification, mais là aussi, être très diversifié. Oui, être très diversifié. Bon, parlons des États-Unis. Alors, Kevin Warsh, que veut Kevin Warsh et qu'est-ce que vous en attendez, vous, en l'occurrence, Pierre? Alors, j'ai le droit de dire je ne sais pas. Ah bah oui, non mais Voilà, alors je veux dire, pour l'instant, je crois qu'on est beaucoup à ne pas savoir. Voilà, alors je ne sais pas, mais comme on en a parlé hors plateau, Merci, c'est vrai que de moi cette je ne vérité qui vous honore. Alors moi, je ne me mets jamais à la place des banquiers centraux, mais je pense que la Fed va être gérée d'une manière très professionnelle et que ça va être plutôt un phare pour nous, les investisseurs, plutôt qu'une source de volatilité. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute sur le fait que la Réserve fédérale américaine sera dans son mandat et donc va combattre l'inflation, neutraliser Et vous dites, ça l'inflation. reste une institution Bien qui sûr. sera prédictible, lisible, Ah oui, non, mais moi, crédible. On revient pas à non, mais l'époque alors, Greenspan, là- où si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé, il était- où on non. essaye de justement masquer... Non, mais honnêtement, les- Greenspan, c'était quand même assez clair aussi. Enfin, honnêtement, je préfère Oui, mais à c'était- Greenspan, Kevin Oui, Warsh, non, mais, donc, oui, non, mais il faisait des bons mots, mais en fait, c'était quand même assez clair. Je pense que la Réserve fédérale a toujours été extrêmement claire avec les investisseurs. En tout cas, c'est pas du tout une source de stress. Comme moi, j'avoue que j'ai du mal à acheter le thème de la dédollarisation. Et si vous m'aviez posé la question sur l'or, je vous aurais dit, moi, je ne comprends pas les dynamiques en jeu sur les métaux précieux. Vraiment, je les comprends pas. Donc, je reste sur des trucs que je comprends. Et autant la Fed, j'arrive à comprendre, autant les dynamiques sur les marchés actions Et Kevin Warsh, est-ce qu'il est là, d'une certaine manière, pour calmer peut-être les inquiétudes sur ce fameux debasement trade qui, à un moment, risque peut-être d'être hors de contrôle de l'administration américaine, qui reste l'avocate, malgré tout, d'un dollar fort, quand on écoute Scott Bessent. Ouais, mais est-ce qu'on peut juste se dire qu'il y a encore une fois un thème de marché, et ce thème est de la dédollarisation, ou en fait du fait que le dollar serait un peu qu'on jouerait avec la devise. Est-ce que véritablement on pourrait pas se dire que le niveau du dollar est fixé par une offre et une demande et une politique, mais qui fait moins que de demande pour le dollar aujourd'hui. Ouais, mais nous, pourquoi est-ce qu'on a une politique? Est-ce qu'on a une politique d'euro fort ou est-ce qu'on se laisse avoir par les autres devises? Pourquoi l'euro est si fort par rapport au yen, alors que la banque centrale japonaise a dit qu'elle va monter ses taux, que la courbe des taux se repentifie et que finalement on est toujours dans une sorte de carry trade alors que c'est de moins en moins attractif. Donc il y a des thèmes sur les marchés et en fait c'est vrai que c'est difficile de répondre à votre question clairement, parce que la Fed, à mon avis, va toujours rester sur ses fondamentaux, et Kevin Warsh, il va être... Donc pas de rupture, c'est non, pas pas un de président rupture. de rupture. Non, pas du tout. Non, mais je pense pas du tout. Je pense que la Fed, elle a un mandat, il est extrêmement clair, et que tous les gouverneurs sont là pour faire en sorte que l'économie américaine ait le plus d'emplois possible et un dollar au bon niveau avec une inflation totalement contrôlée. Oui. Et ça va. Et à mon avis... Elle garde un mandat qui reste le même. Oui. Oui, bien sûr, mais je pense qu'en fait, il ne faut pas se tromper de cible. On ne peut... je pense que, justement, essayer de se mettre à la place de l'administration Trump ou d'un banquier central, c'est, à mon avis, la voie royale vers la sortie de Non, route. mais c'est-à-dire que le marketing politique de Trump a mis quand même beaucoup d'emphase sur cette nomination, sur les erreurs du passé, etc. Et à chaque fois, il fait autre chose. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, il nous parle d'un truc et finalement, il se passe autre chose. Et c'est... Ouais, il revient quand même souvent à la charge sur 2-3 sujets qui sont quand même... Je pense que son principal sujet, honnêtement, c'est comment il va conserver le pouvoir après les élections de mi-mandat. Ah, oui. Et ça, c'est ce qui, à mon avis, va le préoccuper beaucoup. Oui. Et donc, d'où la politique fiscale très laxiste qu'il va mettre en place. Et la Fed va être là, justement, pour contrebalancer en fait cette politique fiscale. À mon avis, c'est le scénario. Il avait le plus- besoin d'un orthodoxe ou de quelqu'un qui est le vernis d'un orthodoxe à la tête de la Fed. Est-ce que je peux dire, Voilà. je sais pas. Vous avez le droit. Non, mais je suis pas totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Je me mets pas à la place du banquier central, ça c'est clair. Mais quand même, il faut regarder la biographie de ce
Ses discours. Et ses discours. Oui, il y a de la matière, quand même. Il y a de la matière. Donc, il document. faut se souvenir, mais ça, je pense que vous le savez, ça a déjà été dit, que ce monsieur voulait monter les taux en 2008. Parce qu'il avait peur de l'inflation. Jusqu'en 2009, il continue d'avoir peur de l'inflation. Donc, il a 10% de ça, taux de chômage aux États-Unis. C'est quand même pas la même chose. Hein. C'est-à-dire que c'est pas qu'un thème. Quoi. Le jour où la Fed monte les taux en 2009, au lieu de la baisser, c'est pas qu'un thème. Quoi. Ça joue. Donc ce monsieur, il était contre les baisses de taux. Le QI surtout. Il est surtout assez, la politique de il bilan. est assez aussi négatif sur la politique du bilan de la Fed. Donc de ce point de vue-là, il va falloir voir ce qu'il pense. Ce que je comprends aussi, c'est que, mais bon voilà, c'est de l'interprétation, et ce qu'on lit aussi, c'est que c'est l'idée que le potentiel de croissance américain est peut-être plus élevé qu'attendu. Il y a plus de productivité, donc s'il y a plus de potentiel, en fait, l'économie, même si elle est à 2, c'est peut-être qu'elle est sous son potentiel, et donc en fait, on pourrait avoir des taux plus bas. Et quand vous dites que le plus important pour Trump, c'est les élections, pour gagner les élections, le principal problème des Américains, c'est le problème de l'affordability. Ouais. C'est aujourd'hui, les Américains, ils ont un problème pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour acheter des œufs, pour acheter plein de choses. Et avec un taux mortgage 30 ans, je sais pas, j'ai pas regardé ce matin, mais... Oui, mais je l'ai pas non plus. C'est 7... 6, 7, 7 à peu près. Ouais. Enfin, le 30 ans mortgage américain à 7%, oui. Sorry, mais there is something wrong. Hein. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Qui emprunte à 30 ans à ces niveaux-là ? Il n'y a plus de marché, d'ailleurs. Il n'y a plus de marché. Mais bien sûr. Il y a un problème d'affordability. Donc, l'idée de dire que... la question, en tout cas, de le taux d'équilibre de la Fed, et faut-il rester à 3,75 ? À 3, on va pas retourner à 1. C'est une vraie question. Et il me semble que nous, notre scénario, c'est 2 baisses de taux. Mais ça ferait quand même un taux très élevé sur le mortgage. Non, parce que Si. il y a quand même 2 choses qui peuvent se passer. Le taux mortgage a été beaucoup plus bas dans le passé. Oui, mais s'il baisse de 50 centimes Non, ou 3 quarts de point, franchement... Non, donc je vais... tout à fait, mais donc je vais préciser. Nous pensions 50 bips de baisse de taux dans un scénario classique. Mais dans un scénario de Walsh, j'en sais rien, moi. Peut-être qu'il peut faire plus. Alors, il n'est pas tout seul. Hein. Il n'est pas tout seul. seul. Ce qu'on décrit, c'est il y a 12 votants, il a une voix parmi les autres, et ni plus ni moins. Tout à fait. Mais néanmoins... Il a d'autres ficelles. En tant que président de la Fed, il peut jouer sur beaucoup de choses, l'agenda, la stratégie de communication, je ne dis pas qu'il va pas, équipes d'économistes, etc. Je ne dis pas qu'il ne va pas être sérieux. Je ne dis pas qu'il y aura une transition qui ne sera pas sérieuse. Je ne dis pas que je me mets à la place. Je dis juste que dans le scénario économique, si on a des taux Fed Fund 100 bips plus bas, et que la politique du bilan a changé, c'est pas la même chose pour le marché. Et donc, moi, je vais quand même suivre ça avec attention. Et il me semble que le problème numéro 1 aux États-Unis, c'est quand même qu'il y a un problème d'affordability qui est lié en partie à des niveaux de taux trop élevés. Alexandre, je partage l'analyse sur la partie Fed. Ça va être vraiment plus qu'une thématique court-termiste, mais ça va être la séquence. Et surtout, l'importance pour le marché à s'habituer à Walsh. Et on le sait, il y a toujours une période de connaissances, de rencontres entre le banquier central ou le président de la Fed et le marché et les investisseurs. Et on va rentrer dans cette séquence-là où finalement chaque mot va être scruté, chaque parole, chaque décision, chaque micro-mouvement va être analysé, surinterprété ou sous-interprété. Et on va rentrer dans cette période un petit peu où on va devoir faire le match entre le marché et le banquier central. Donc ça, c'est la première période. Et donc je pense que c'est plus qu'un thème, ça va créer un petit peu de volatilité, même si finalement Walsh, c'est un candidat ou un président qui finalement rapporte de la crédibilité à la Fed. Et on a eu peur sur les 2-3 derniers mois qu'on ait un Trump guy qui soit nommé président de la Fed, où finalement les ordres soient juste d'appuyer sur le bouton autant voulu pour gérer les mid-terms ou pour gérer le problème de la consommation, des cartes de crédit, des niveaux de taux, etc. Tout ce que Trump rabâche au quotidien sur son réseau social, on a quand même quelqu'un qui est du sérail, qui a été là pendant une période assez majeure de la crise financière entre 2008 et 2011. Mais comme le disait Nicolas, qui s'oppose au QI en 2009. Avec un positionnement justement un petit peu atypique, et d'où ce phénomène où il va falloir prendre connaissance du monsieur, prendre connaissance de sa capacité à communiquer, sa capacité à expliquer et voir les premières décisions. En tout cas, la nomination vendredi, elle n'a pas fait bouger le marché, ni à la hausse, ni à la baisse. Donc, ça montre que finalement, on n'est pas dans une surprise ou on ne plonge pas dans l'inconnu avec ce monsieur. Rien de tel qu'un faucon pour baisser les taux. Voilà. Genre mieux qu'une colombe. Exactement. Non, mais si. Après, par rapport quand même juste aux conditions de nomination,
Enfin, il semble quand même qu'il y ait des liens. Ah bah c'est pas il semble, oui. Voilà. D'accord. Il est marié à Jane Estée Lauder, qui voilà. est la fille de Ronald Lauder, Avec un qui- ami d'enfance un de ami Donald d'enfance, Trump et voilà. grand donateur historique du parti Mais républicain. On n'a pas l'impression, ou en tout cas à ce stade, que ce soit finalement un membre du gouvernement qui va obéir Non, directement mais aux ordres. Ce qu'on de ne la sait pas Maison-Blanche. encore, et là où je vous rejoins dans le je ne sais pas, c'est est-ce qu'il s'oppose à une politique de bilan ample pendant la grande crise financière par conviction ou parce qu'il est à l'époque sous administration démocrate et présidence Obama. Et c'est la vraie grande question pour essayer de comprendre La si c'est psychologie. quelqu'un qui a un corpus intellectuel dogmatique sérieux, ou si et c'est un politique avant tout, quoi. Et puis Kevin Hassett a été éliminé parce qu'il était démocrate. Oui, et puis sans doute moins crédible peut-être du point de vue des marchés et de l'institution que peut l'être un Kevin Warsh aujourd'hui qui a déjà été gouverneur. Alors l'avantage c'est Christine Lagarde, elle maintenant on la connaît bien. Non mais, non, mais... Donc on sait à quoi s'attendre demain, Pierre. Ah oui, je pense que là, on est tranquille, même si effectivement les chiffres d'inflation ne plaident pas pour. Enfin, comment. Alors, en fait. L'Italie 1%, la France 0,4. Oui, Ouais, l'Allemagne mais- est à 2 plus. Ok. Voilà, le problème. L'Espagne aussi. Ouais, le problème, c'est la zone euro. Et en réalité, il y a en ce moment des taux réels positifs et négatifs dans la zone, et tout ça est le résultat d'un subtil consensus. Donc, c'est vrai que tout le monde part sur un statu quo. Au niveau, que ce soit au niveau de la Banque d'Angleterre ou de la BCE. Ouais. Là encore, je pense que le discours va être très sensible, mais on peut s'attendre à ce que l'euro reste très ferme après le discours de Christine Lagarde. Là, on est vraiment dans... Et ça devient un sujet au niveau de l'euro. Vous citiez l'euro-yen, mais enfin l'euro, taux de change effectif pondéré, effectivement, est pas loin d'être au sommet, quoi. Bah, Face aux en tout devises cas- des grands partenaires commerciaux. En tout cas, alors je vais reprendre mon analyse. Je pense que si l'euro est à ce niveau, c'est qu'il convient à peu près à tout le monde dans la zone. D'accord. Voilà. Oui, mais on n'est pas loin. Donc voilà. Oui, oui. C'est pour ça que moi je me mets pas du tout en face des banques centrales. Je pense que c'est pas un thème à jouer du tout. Un mot sur la BCE demain. Il nous reste 30 secondes. Statu quo, pas de baisse. Maintenant, elle dit qu'elle est dans une bonne place. À mon avis, la place ne va pas rester bonne toute l'année. Si l'euro s'apprécie trop, elle a un problème. D'accord. L'euro peut devenir un sujet de Ah, conversation pour la BCE à minima. À un moment donné, effectivement, un euro fort va peser sur la compétitivité des entreprises européennes. Et donc, avec une inflation qui en même temps reste faible, la question de la politique monétaire européenne va revenir au centre de la table. Bon, là, on est à peu près sur une parité euro-dollar qui était celle qui prévalait au moment de la création de l'euro. Il y a un peu plus de À peu près. 25 ans. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre Bismuth, Myria Asset Management, Alexandre Attal, Russell Investment France et Nicolas Forest, Candriam.